La Manufacture RH vous présente 13e mois. On me disait, un bon DRH, c'est quelqu'un qui est passé par service formation, qui sait faire des contrats, qui sait faire de la paye, etc. Je pense que cette partie-là est en train de se perdre et que c'est plutôt devenu maintenant une fonction de pilotage stratégique. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas travailler au niveau RH, le job, c'est déjà de connaître ce qui se passe sur le terrain, ce que vivent les personnes et ce qu'elles font. On a commencé à créer cette GPEC proche du métier qui va anticiper les évolutions pour ne plus être dans la réaction quand un problème arrive, mais être dans la prévention. Un DRH, aujourd'hui, doit avoir son panel d'indicateurs qui lui permet de diriger son service et surtout qui est construit autour de la stratégie. Donc une fonction RH qui va faire sa mutation, mais tout en accompagnant la mutation des autres services de l'entreprise. On peut, dans beaucoup d'actions et même dans les projets RH, montrer en fait le retour sur investissement des actions RH. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Jérémy. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Alors longtemps, j'ai voulu réaliser cet épisode et c'est Karine, une de mes dernières invitées, qui me l'a rappelé. Il fallait absolument que j'invite à ce micro un jeune RH. Alors oui, un jeune RH, car vous êtes nombreux et nombreuses à vous lancer dans ce formidable métier. Alors moi, j'ai connu Jean-Guy, le DRH de Caméra Café, cette mini-série de M6, ce DRH inhumain, cynique, méprisant, le prototype parfait de celui qu'on déteste, un DRH qui dégoûte du métier et qui arrive même à te dégoûter de l'être humain. Heureusement, Jean-Guy n'a pas fait des mules et la fonction RH continue d'attirer les jeunes talents et tu en es la preuve, Jérémy. Et ces jeunes talents que vous êtes, ils arrivent à bousculer les thématiques RH qui continuent de se développer et naturellement, vous contribuez à ce que les directions des ressources humaines fassent leur mue. Alors dans cet épisode, on va parler de deux choses. On va parler de ce que vit un jeune dans les RH aujourd'hui et on va faire le lien avec un sujet qui prend de plus en plus de place. Moi, j'ai connu des DRH qui me disaient « j'aime pas les chiffres ». Et aujourd'hui, dans les équipes RH, on parle de data RH. On va donc, toi et moi, également aborder aujourd'hui tout ce qui tourne autour de la data RH. Mais avant ça, qui es-tu, Jérémy Lazzarotto ? Tout d'abord, merci pour cette invitation, c'est un plaisir d'échanger. Alors, effectivement, je suis chef de projet RH au sein du département des Yvelines et je m'occupe de plusieurs projets assez différents, in fine. Par exemple, je pilote un process de co-construction de la stratégie du plan d'action RH avec les métiers. Côté Comp & Ben, je vais m'occuper de tout ce qui est, par exemple, études de rémunération ou tout ce qui va être outils de pesée de poste, cotation de poste, avec aussi le côté évolution de ces outils éventuellement. Ou, par exemple, je porte aussi un projet de création d'un référentiel des emplois et des compétences qui sera la première brique d'un dispositif GPEC beaucoup plus complet. Ok, donc là, on est directement allé dans la partie technique que tu gères. Tu peux nous dire, avant ça, ce que tu as fait, d'où tu viens, ton parcours, en quelques mots ? Alors, en quelques mots, effectivement, je viens plutôt du domaine bancaire au départ. Et c'est assez récemment que je me suis tourné vers la fonction publique. C'est vrai que pour moi, les ressources humaines, c'est une histoire, je dirais pas une vieille histoire, mais en tout cas, ça fait quelques années. Ça a été très tôt, en fait, que j'ai su que je voulais travailler dans les ressources humaines. C'est pour ça que dans un premier temps, je suis parti sur un DUT GEA parcours RH. Okay. Et après, j'ai eu cette réflexion, pour rebondir sur ce que tu disais sur les data, je me disais, en fait, des personnes qui ont un master RH classique, comme on peut en trouver en université, il y en a beaucoup. Donc, si je veux trouver un avantage concurrentiel sur le marché du travail, et aussi des thématiques un peu différentes,
il faut que je trouve cet avantage concurrentiel. Et c'est là que j'ai découvert tout ce qui va être la data RH, le contrôle de l'échelon social. Et donc, dans un premier temps, je me suis spécialisé dans cette partie-là, avec un master en ingénierie économique. Et par la suite, au fil de mes expériences, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui va être chefferie de projet. J'ai complété avec tout ce qui va être la gestion de projet avec un master en management à Sciences Po Grenoble. Ok, donc tu commences par un DUT, ensuite tu vas sur une partie plus technique, et puis tu refais Une réouverture, tout à fait. Ok, comme quoi, voilà. Mais tu dis, j'avais déjà depuis relativement tôt cette envie de travailler dans les RH, parce que normalement on se dit, classiquement, ok, moi je vais aller dans les RH, c'est ce que beaucoup ont pu connaître. Tiens, je vais faire du droit, je vais faire... bon, il y a des filières un peu classiques. Toi, tu as un peu slalomé avec une idée derrière toi qui était déjà d'aller sur quelque chose, si j'ai bien compris, qui apporterait un peu de différence et mettrait un peu de relief dans les RH, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. En fait, on se rendait compte quand on regardait un peu plus, peut-être à l'étranger, notamment aux États-Unis, cette arrivée de la partie data dans la fonction ressources humaines qui était peut-être encore assez timide en France, et je l'avais pu la repérer, donc du coup ça m'avait intéressé. Et c'est vrai qu'en plus la fonction RH, c'était, comme je disais, quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, parce que c'est une fonction qui est très polyvalente. Quand tu travailles dans les ressources humaines, in fine, tu peux travailler en paye, donc plutôt le côté chiffre. Tu peux, comme on disait, avoir le contrôle de gestion sociale et avoir la data. Tu peux aussi être un expert de la formation. Tu peux être un RRH ou un CRH et être en front avec le collaborateur, et donc exercer toutes ces compétences de négociation, de psychologie. Tu peux être en recrutement. Enfin, c'est vraiment un domaine extrêmement vaste, et c'est extrêmement enrichissant, je trouve, de travailler dans ce domaine. Donc c'est pour ça que ça m'avait plu, et c'est vrai que c'est un métier qui évolue énormément, et participer à cette évolution, je trouve que c'est une chance pour nous, je pense, les juniors comme les seniors dans le monde des ressources humaines, avec ce côté aussi accompagnement, je dirais, qui s'est prouvé d'autant plus pendant le Covid, de se dire qu'en fait, le RH, il accompagne le collaborateur dès son arrivée dans l'entreprise, et tout au long de son histoire dans l'entreprise, tout au cours de ses formations, de ses mobilités, de sa montée en compétences, et participer à cet accompagnement, je pense que c'est vraiment quelque chose de très riche. Ok, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que voilà, il n'y a pas que les start-upers qui vont chercher des idées aux États-Unis en disant waouh, je vais ramener un truc. Toi, déjà, tu avais la vision de te dire tiens, je sais qu'il y a une montée en puissance, tu en parlais, aux US, de tout ce qui tourne autour de la data, etc. Allons-y. Tu as quel âge ? 28 ans. T'as 28 ans, ok. Bon, on a déjà l'impression que tu as un parcours super impressionnant. Donc, non, je suis ravi de te recevoir. C'est partagé. Première question, quelle est ta vision du métier de DRH ? Souvent, je pose cette question à des gens qui ont un parcours. Toi, à 28 ans, comment tu vois, toi, le métier de DRH ? C'est vrai que je parlais de Jean-Guy. Bon, le métier est parfois un peu décrié. On a une vision, on se dit, ouais, bof... Comment tu vois, toi, le métier de DRH, toi qui le vis de l'intérieur ? Alors, c'est vrai que c'est un métier qui a été beaucoup décrié pendant longtemps. Et je sais que dans ton intro de podcast, tu parles justement de ta fille qui disait papa, ton métier, c'est de licencier. Bon, je pense qu'il y a eu plusieurs événements, et c'est vrai que dans toute chose, malheur est bon, c'est qu'avec le Covid, au moins, on a eu effectivement cette mise en perspective du rôle des RH dans l'accompagnement. Ça, tu l'as vu, ça ? Oui, ça, tu l'as vécu ? Je l'ai vécu, et c'est vrai que maintenant, quand je parle à quelqu'un, que je dis je fais des ressources humaines, avant on avait cette tendance, comme ta fille, à nous dire bon, ok, on parle plutôt de licenciement, et maintenant on dit ah oui, vous êtes les personnes qui m'ont recruté, qui m'ont formé, qui ont fait l'onboarding, qui sont occupées de moi, qui sont venues voir si j'étais pas isolé pendant la crise du Covid, si psychologiquement ça allait bien, qui m'ont proposé des accompagnements aussi, même psy en fait, dans une situation qui était extrêmement compliquée pour les collaborateurs. Donc c'était un métier qui est décrié, mais je pense qu'on de plus en plus, on se rend compte de la richesse des ressources humaines, et que c'est un métier cœur dans l'entreprise. Et c'est vrai que pour moi, un DRH, au même titre qu'en fait les ressources humaines, c'est un métier qui a beaucoup évolué. On est quand même parti d'une fonction très administrative. Quand tu lis des livres sur les ressources humaines, on parle souvent des cheminots. On dit que, en gros, quand on a créé les chemins de fer, on a commencé à avoir les premiers services ressources humaines qui, en fait, avaient pour vocation de recruter pour construire les chemins de fer. C'est des fonctions très administratives, et petit à petit, en fait, c'est des fonctions qui ont évolué pour avoir un vrai rôle stratégique. Et maintenant, je pense qu'un DRH, le premier point que je mettrais en avant pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision.
qui sait où il veut aller, il a cette vision, et il va amener ses équipes, donc partager le sens de ce qu'il veut faire, de son plan pour l'entreprise. Et du coup, effectivement, c'est quelqu'un qui est passé, je sais que même au début de mes expériences professionnelles, même au début de mes études, on me disait, un bon DRH, c'est quelqu'un de très technique. C'est quelqu'un qui est passé par le service formation, qui sait faire des contrats, qui sait faire de la paye, etc. Je pense que cette partie-là est en train de se perdre et que c'est plutôt devenu maintenant une fonction de pilotage stratégique. Donc maintenant, c'est un pilote, c'est un leader inspirant, c'est quelqu'un qui va être clé dans l'entreprise et peut-être délaisser de plus en plus cette partie technique et administrative. Et c'est vrai qu'on le voit bien, parce qu'il y a encore quelques dizaines d'années, un DRH dans un codir Comex, ça allait pas de soi. Aujourd'hui, au même titre qu'un directeur financier, tu trouves quasi obligatoirement le DRH dans ce genre d'instance. Ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que déjà tu nous fais part du quotidien, de ce que tu vis, avec, je reformule, hein, je reprends, mais la crise Covid qui a mis en relief, et toi tu l'as vécu, ce fabuleux métier qui est de s'occuper du vivant de l'entreprise. Voilà. Et puis, voilà, tu as 28 ans, et là, tu es en train de nous dire, un DRH, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui gère une stratégie, qui pilote une politique. Écoute, merci déjà de partager tout ça. Moi, je trouve ça super intéressant, et de voir que tu arrives à projeter le DRH comme ça doit faire plaisir à beaucoup de personnes qui vivent le métier. Si on continue de descendre un peu, selon toi, quelles sont les compétences, les qualités qu'une personne qui évolue dans les ressources humaines doit avoir, toi, avec le recul que tu as là d'avoir intégré des directions des ressources humaines depuis quelque temps? Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question, je trouve, parce que, comme on disait, les ressources humaines, c'est un métier très varié. Et donc, partant de là, en fait, on a quand même des socles de compétences très différents. Comme je disais, tu peux être dans la data et être contrôleur champ social et donc avoir plus le socle de compétences Excel, analyse de la donnée, etc., qui n'est pas du tout le même de quelqu'un qui va être à la formation ou d'un CRH et RH, ou comme moi, quelqu'un qui va être dans la chefferie de projet, donc qui va avoir cette expertise en gestion de projet et également qui a porté ces sujets auprès des collaborateurs. Pour autant, effectivement, je pense qu'il y a quelques compétences transversales qui se retrouvent. Dénominateur commun. C'est ça, tout à fait. Globalement, pour travailler dans les ressources humaines, il faut être quelqu'un de très curieux. Parce que, comme je dis, c'est déjà, les ressources humaines, c'est vaste. Mais après, un RH, quelque part, il a toujours besoin de s'approprier le métier qui l'accompagne. Donc, vous êtes un RH aujourd'hui, vous allez travailler, je ne sais pas, sur les solidarités, par exemple. Demain, vous serez peut-être sur un portefeuille finance. Et pour accompagner vos collaborateurs, il va falloir que vous ayez les bases de ce métier et d'assimiler ces bases. Parce qu'in fine, maintenant, je pense, un RH, c'est une espèce de consultant interne qui va aider le métier, qui va aider le business à faire son travail, à pouvoir exercer sur ses compétences quand on est dans du public, ou alors, effectivement, vendre ses services, etc., quand on est une entreprise. Donc, il y a vraiment cette notion d'être curieux et d'arriver à comprendre ce que fait le métier. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, d'ailleurs, les formations un peu pluridisciplinaires pour travailler dans les ressources humaines. Parce que, certes, par exemple, si vous travaillez avec un service financier, ou plutôt service interne, par exemple la comptabilité, si vous avez fait un peu de compta, vous ne serez pas au même niveau que l'expert qui porte le sujet dans l'entreprise. Mais par contre, vous aurez assez de connaissances de ce métier pour pouvoir facilement l'accompagner, en fait, et par-dessus, vous, apporter votre expertise de RH. Donc, je pense que c'est un premier point. Connaître le métier. C'est ça. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas travailler au niveau RH, le job, c'est déjà de connaître ce qui se passe sur le terrain, ce que vivent les personnes et ce qu'elles font. C'est ça, tout à fait. Ce qui fait que les ponts sont assez naturels, on va dire. Je peux être un opérationnel et à un moment donné me dire, tiens, je vais moi aller sur une fonction RH, je connais déjà ce qui se vit sur le terrain, c'est ça ? C'est aussi une possibilité, ou alors l'inverse, moi, que je vois et que je trouve très intéressant, cette richesse du métier aussi, de se dire, je vais découvrir plein de métiers. Moi, mon boulot dans une partie du travail, c'est la GPEC. La GPEC, c'est déjà, premier point, c'est de comprendre avec le référentiel des métiers, des emplois et des compétences, ce que font les collaborateurs, quelles sont les compétences clés. Et donc, c'est plein de métiers à découvrir, et c'est notamment ce qui m'avait intéressé au département des Yvelines, parce qu'un département, c'est un lieu, en fait, où vous allez avoir plein de types de compétences différents. Ça va aller de l'archéologue au plombier,
à la personne qui peut gérer la dette d'un département, à une personne qui va monter des structurations financières pour prendre des actions, par exemple, dans une entreprise qui exerce une compétence publique ou qui est essentielle sur le territoire, ou alors vous allez avoir des gens qui exploitent la data, des RH. Donc vraiment, c'est extrêmement intéressant de pouvoir sauter d'un métier à l'autre et de se l'approprier. Et quand tu travailles sur les compétences, tu vas creuser chaque métier. C'est ça, tout à fait. Dans le détail, pour aller tirer les compétences. Avec une amplitude qui est énorme entre un archéologue et quelqu'un qui travaille à la compta. Exactement. C'est en fait un premier temps, c'est d'abord de notre côté de nous approprier ce métier et de faire nos propres recherches sur la base sur de fiches de poste, de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et après, surtout, il ne faut pas que la GPEC soit ce qu'on appelle souvent un strategic course planning dans des organisations internationales, soit déconnectée du métier. Donc après, la suite, c'est de ne pas faire les choses en chambre et d'aller plutôt créer des ateliers avec le métier, prendre des représentants de toute la chaîne hiérarchique et dire, écoutez, voilà ce qu'on a compris de votre métier. Voilà aussi ce qu'on a compris des évolutions possibles de votre métier. Et maintenant, vous qui vivez ça, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que les finalités de votre métier, comment il se positionne dans la chaîne de valeur d'entreprise, elle est claire et est-ce qu'elle est représentative de ce que vous faites? Est-ce que c'est bien les compétences dont on a besoin? Parce que après, ces démarches GPEC sont clés du coup dans plein d'autres process au niveau RH. C'est confronter la théorie à la pratique, c'est ça? C'est ça. Il y a un côté théorie et après on va, avec les personnes qui le vivent sur le terrain, se dire ok, est-ce que ça correspond? C'est ça, tout à fait. J'aimerais bien qu'on revienne, tu as évoqué un truc que je trouve super intéressant. Tu parlais de ce consultant interne. Tu as dit tout à l'heure, un RH aujourd'hui est de plus en plus un consultant interne. Tu peux détailler un peu? C'est le fameux, on l'entend souvent, business partner dans l'entreprise. C'est cette fameuse évolution d'un métier qui était vu d'abord comme très administratif et où maintenant, là, on accompagne ses collaborateurs dans différents sujets. Ils sont assez vastes. Quand c'est un recrutement, par exemple, trouver la bonne personne, comme disait, je crois que c'était Benoît dans un de tes podcasts, justement, c'est de mettre la bonne... Serre, oui. Tout à fait. Benoît Serre, mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Pour faire ça, justement, c'est cette notion d'accompagnement des collaborateurs en disant OK, donc voilà votre besoin. Mais souvent, le besoin, en fait, il a besoin d'être challengé. Peut-être qu'il n'est pas pertinent, peut-être qu'il n'est pas adapté au moment. Et cette notion, je pense, qui est centrale dans ce concept de consulting, c'est de se permettre de challenger le métier. Leur dire, on comprend votre besoin, on va le formaliser. Et après, on va, nous, de notre côté, challenger aussi pour essayer de mieux comprendre ce que vous avez besoin. Si vous en avez besoin, ça serait pas peut-être une autre solution qui serait nécessaire pour votre problème RH. Ce que je vois d'intéressant dans ce que tu dis sur le consultant, c'est que, et tu l'exprimes, si j'ai bien compris, il a un regard sur l'extérieur. Et il va pas juste se contenter de faire de l'interne en prenant des référentiels uniquement internes, mais à un moment donné, quand tu dis il va aller challenger, c'est oui, il s'ouvre sur l'extérieur, il va aller chercher des choses pour confronter, challenger, apporter, faire grandir, c'est ça? C'est ça. En effet, je pense que vraiment les ressources humaines aujourd'hui ne peuvent plus se permettre d'être en chambre, de faire que des choses entre RH. Tout se construit aujourd'hui avec le métier. Et c'est là que c'est intéressant d'être chef de projet, parce que du coup, on vous donne plusieurs types de projets assez différents. Et d'abord, effectivement, vous réfléchissez de votre côté, mais après, vous allez co-construire avec le métier, que ce soit, comme je le disais, les plans d'action qu'on va mettre en place, ou même les dispositifs qu'on met en place dans une organisation. Donc, c'est très intéressant. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que y a un vrai lien. Tout à l'heure, tu parlais du DRH qui est visionnaire. Là, on est en train de parler du rôle de la fonction RH qui est de s'ouvrir à l'externe. Il y a un vrai lien entre les deux, quoi. C'est pas uniquement, je suis renfermé sur moi, je gère mon admin. Non, à un moment donné, j'ai une vision. Et d'ailleurs, Benoît l'expliquait aussi, le rôle de ce DRH qui est également de gérer des choses par rapport à ce qui se vit en externe. Voilà, donc on voit vraiment là où tu veux en venir quand tu parles de ce consultant qui est l'acteur RH. Si on bouclait un peu cette première partie en se disant, moi j'aimerais bien avoir ta vision sur concrètement ce qui pour toi a changé dans les RH. Il y a quoi pour toi comme grande différence entre, si je puis dire, les RH d'hier et les RH d'aujourd'hui? Je dirais, j'en ai un peu parlé, mais c'est cette notion maintenant que ça devient une fonction stratégique. On s'est rendu compte que c'est au cœur de l'entreprise et que si on enlève les ressources humaines, ça fonctionne plus. En fait, c'est pas juste les personnes qui font les fiches de paye et les contrats. C'est des personnes qui sont au cœur de la vie de l'entreprise, qui
sans l'orchestrer, au moins accompagne la vie de l'entreprise, à la fois de chacun des collaborateurs et la vie globale. Et ça, c'était peut-être pas le cas il y a quelques encore dizaines d'années, mais ça a évolué de plus en plus et ça a pris de l'essor avec le Covid. Après, je pense qu'il y a certains sujets en RH qui sont apparus. On a parlé, par exemple, la data en matière de RH pendant longtemps. C'est vrai alors maintenant, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est vrai qu'on pilotait les ressources humaines sans indicateurs, donc sans analyse. Vrai sujet, j'adore. Tout à fait. Et à l'inverse, par exemple, les directions financières, depuis longtemps, en fait, ils ont toujours eu des indicateurs, des analyses, etc. Donc, pour une direction financière, c'était impensable de ne pas avoir ces analyses qui leur permettent de prendre des décisions. Pour les ressources humaines, on était plus effectivement dans le subjectif. Donc, on a ce sujet data qui est arrivé. Le deuxième sujet, je pense, c'est la GPEC, surtout en France. Pendant longtemps, ça a été très vécu comme quelque chose d'administratif. Il y avait quelques lois qui nous donnaient des obligations en matière de GPEC. Bon, souvent, ça prenait la forme d'un classeur, Excel ou de quelques parcours de compétences, mais ça s'arrêtait là. Et sous justement un peu l'exemple des États-Unis qui ont beaucoup travaillé sur le Strategic Force Planning, on a commencé à créer cette GPEC proche du métier qui va anticiper les évolutions pour ne plus être dans la réaction quand un problème arrive, mais être dans la prévention, dans prévoir les choses et notamment prévoir les évolutions des métiers. Et se dire qu'aujourd'hui, si un métier évolue, si on sait que dans 5 ans, il va y avoir une modification significative d'un métier, il va falloir qu'on accompagne les collaborateurs. Peut-être qu'une évolution fera qu'il y aura des postes en moins dans l'entreprise. Donc ces collaborateurs, il faut voir comment on les fait évoluer dans l'organisation. Peut-être en utilisant son référentiel des employés des compétences, ces passerelles, on va peut-être se dire, OK, voilà quelles compétences il a aujourd'hui, voilà les métiers qui sont proches de ses compétences, donc peut-être leur proposer des parcours d'évolution, ou parfois c'est simplement le métier qui change, et donc à ce moment-là, ça va être former les collaborateurs. Je pensais notamment, par exemple, au métier de la compta. On sait que l'intelligence artificielle va beaucoup impacter les métiers de la comptabilité. Et donc, par exemple, on va être beaucoup plus sur des métiers du contrôle, puisque l'intelligence artificielle va présaisir des choses, lire les factures, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous avez à la fois des collaborateurs qu'il va falloir mobiliser ailleurs dans l'entreprise et former, et à l'inverse, vous avez des collaborateurs qui vont avoir un changement significatif de leur métier, c'est-à-dire ne plus être dans la saisie, mais dans le contrôle. Donc, toutes ces évolutions, en fait, on peut pas se permettre de s'en occuper quand ça arrive. Il faut le prévoir sur 1, 2, 3 ans avant. D'accord. C'est intéressant l'exemple que tu donnes là sur les métiers de la compta. Il y a les métiers de la paye également qui peuvent être impactés de la même façon. Alors, c'est vrai que je parlais des métiers de la compta, parce que j'avais eu la possibilité dans une de mes expériences de faire une étude justement avec les métiers dans une organisation où j'étais. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est possible que la paye, après, c'est quelque chose de vraiment très technique, très souvent, non pas que la comptabilité ne le soit pas, mais c'est très varié, en fait. Et souvent, les tâches, si on parle d'intelligence artificielle, ça va être plutôt des tâches type saisie de factures, saisie de pièces, qui vont plutôt être automatisées par l'intelligence artificielle. La paye, il me semble, c'est un peu difficile. Je sais qu'il y a beaucoup maintenant de logiciels qui sont vendus sur le marché, ne serait-ce que même dans le recrutement, où on te dit qu'on peut, avec une intelligence artificielle, choisir le bon collaborateur pour intégrer ton entreprise. Aujourd'hui, il faut peut-être constater que ça fonctionne pas encore très bien. Sinon, il n'y aurait plus de recruteurs, mais il n'y aurait peut-être plus d'RH non plus. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai pu voir, mais ça vaut peut-être le coup un jour de faire une étude. Bon, c'est bon, tu me rassures pour le recrutement, moi qui suis dans cette partie-là. Après, c'est vrai que je constate qu'il y a des outils de matching, mais il y a encore un peu de boulot à faire sur ce matching qui est pas toujours très, très opportun. Très bien. Alors, merci de cette partie-là. Après, sur le côté RH d'hier, RH d'aujourd'hui, moi, il y a un sujet, je l'ai abordé un peu dans l'introduction, c'est les indicateurs RH. On est parti des indicateurs RH. Moi, j'ai connu ça au début, et c'est vrai que beaucoup de DRH que j'ai pu connaître il y a quelques années disaient non, mais moi, les chiffres, c'est pas mon truc, quoi. On est d'accord que là, un DRH aujourd'hui, il doit gérer sa partie chiffres, il doit s'appuyer sur des données, il doit étayer une politique, il doit la construire sur la partie data. Tout à fait. Alors, je dirais même pas qu'un DRH d'ailleurs.
Aujourd'hui, il faut même qu'un RRH, quand il est en front avec le collaborateur, il ait son tableau de bord qui lui permet de prendre des décisions sur son portefeuille, avec des pyramides des âges, avec des évolutions des effectifs, tout ce qui lui permettra en fait de pouvoir avoir des décisions éclairées. Mais toujours, encore une fois, c'est l'un des indicateurs, j'insiste souvent là-dessus, c'est un outil de pilotage, mais ça ne remplace pas en fait une décision. Il ne faut pas se dire qu'un indicateur, tel indicateur est comme ça, donc du coup je vais prendre cette décision. C'est pas un arbre de décision comme ça, c'est... Ça n'est qu'un indicateur. Tout à fait. Ça donne une direction. Exactement. Il y a plein de choses à faire derrière. C'est ça. Derrière, il faut réfléchir au contexte qui est autour et en tant qu'expert des ressources humaines, quelles réponses je peux apporter au vu des indicateurs qui peuvent exister. Mais c'est vrai que d'autant plus, effectivement, un DRH, aujourd'hui, doit avoir son panel d'indicateurs qui lui permet de diriger son service et surtout qui est construit autour de la stratégie. C'est-à-dire que vous avez la stratégie d'entreprise dans une organisation, en découle la stratégie RH, qui est une des pierres qui permet de construire cette stratégie d'entreprise. Et cette stratégie RH, elle est constituée de plein d'objectifs différents qui sont eux-mêmes constitués de sous-objectifs. Et là, vous avez des indicateurs. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en matière de ressources humaines, quelle stratégie on veut porter, et par la suite, quel indicateur on met pour piloter cette stratégie. Ok, alors j'aimerais bien qu'on fasse deux choses. La première, c'est, tu peux nous donner quelques exemples d'indicateurs qui sont pour toi importants, donc de data RH que tout bon DRH, toute bonne direction des ressources humaines doit suivre et piloter? C'est une question parfois un peu compliquée parce que, bien sûr, il y a les indicateurs de base. Vous avez pyramide des âges, vous allez analyser l'évolution de votre masse salariale. Donc souvent, vous allez faire un partage volume-prix en vous disant « Ok, est-ce que ma masse salariale augmente ?» Il va falloir que j'explique si c'est parce que j'ai embauché plus de cadres ou si simplement j'ai embauché plus de personnes. Enfin, il y a quelques explications comme ça. Il y a du qualitatif derrière, il n'y a pas que du quanti. Tout à fait. Okay. C'est vrai que c'est un premier point. Mais surtout, je le répète, il faut que ça soit lié. En fait, on ne peut pas juste lancer un panel d'indicateurs un peu froid et se dire on pilote ça. C'est lié à ce qu'on veut faire en matière de RH et c'est la façon de voir si notre stratégie fonctionne. Donc, il faut vraiment que ça soit connecté à une stratégie dans l'organisation. Ou alors, on peut voir de temps en temps qu'il y a un problème, par exemple, je sais pas, un problème d'absentéisme. Okay. Et à ce moment-là, ça sera pas tant le job d'un indicateur que d'une étude chiffrée, à la fois avec du quanti et du quali, qui va dire, OK, on a un problème dans l'organisation, mais on va analyser ce qui se passe pour après en déduire des plans d'amélioration, des plans de remédiation qu'on présentera aux collaborateurs pour améliorer les choses. Donc, au-delà des chiffres bruts, il y a de l'analyse derrière, il y a du chaud, il y a du vivant, il y a qu'est-ce qu'on en fait, mais quelles actions on met en place en réfléchissant. C'est pas juste on prend un chiffre et on se base que là-dessus, quoi. Tout à fait. Et j'avais eu l'occasion de pouvoir écrire un article justement pour l'IPSOC, qui est une association de contrôleurs de gestion sociale, et justement où je disais que tous les RH maintenant doivent avoir cette notion de data. Alors tout le monde n'est pas un spécialiste, un contrôleur de gestion sociale ou un ingénieur spécialisé dans les systèmes d'information, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'un indicateur, comment il est calculé et à quoi ça sert, et à partir de là, ne pas, comme je disais, réagir en se disant l'indicateur est comme ça, donc je vais prendre telle décision. Il faut vraiment éclairer sa décision. Par exemple, si tu fais un recrutement dans une organisation, un premier truc que tu vas regarder, c'est ta pyramide des âges. Tu vas dire, OK, je dois peut-être embaucher une personne plutôt jeune, parce que j'ai une pyramide des âges plutôt avec des seniors. Donc partant de là, je vais peut-être orienter mes recrutements comme ça. Mais peut-être qu'en fait, pendant le recrutement, je vais avoir un senior qui va apporter certaines compétences dont j'avais besoin et qui va apparaître pendant le recrutement. Et là, la bonne décision à prendre, c'est de se dire, d'accord, j'avais prévu avec mes indicateurs de plutôt embaucher un jeune, mais il se trouve qu'en fait, là, j'ai une opportunité d'avoir un collaborateur qui fait sens au vu de mon organisation et des besoins du métier. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Et ça sera peut-être mon prochain recrutement où je dirais, je vais embaucher un jeune qui permettra de le former, de le faire évoluer et un jour, peut-être, d'aller sur d'autres postes dans l'organisation. Super exemple. Merci, en effet, de montrer comment on va utiliser la data pour constituer son équipe et surtout se pencher sur l'avenir en disant, tiens, je vais prendre quelqu'un qui va peut-être accompagner un jeune, etc. Ok, c'est très concret. Moi, il y a souvent un exemple que je prenais qui était quand tu discutais avec des opérationnels, tu parlais par exemple turnover, et ça, ouais, moi mon turnover en ce moment, c'est bon, il baisse, mais c'était que du ressenti. Tu l'as un peu abordé tout à l'heure. On n'est pas dans le ressenti là, on est dans le chiffre
qui va nous permettre ensuite d'analyser. Il ne faut pas oublier le ressenti, parce qu'en ressources humaines, ça reste quand même important, le ressenti des collaborateurs. Et sur plein de thématiques, souvent, quand on nous dit qu'un des collaborateurs se sentent pas valorisés, par exemple, il y a des actions RH qu'il faut embrayer derrière. Mais oui, effectivement, pendant longtemps, c'est du ressenti. Et là, maintenant, on a cette possibilité d'avoir des indicateurs qui, quelque part, mettent un peu moins de subjectivité dans C'est du factuel. C'est du factuel. Et c'est vrai que c'est intéressant. J'ai pu être dans quelques organisations et très souvent, souvent on me demandait de mettre en place des tableaux de bord. Et quand on les mettait en place, les métiers étaient parfois surpris. Ils disaient « Ah, je pensais pas du tout que ma population était comme ça ». Donc, on apporte de l'information à nous, mais aussi au métier. Ouais, c'est top ça. En effet, je pensais pas. Il y a un exemple en ce qui me concerne que je trouve intéressant, c'est sur le turnover. Une équipe de 10 personnes. Il y a 2 équipes, donc de 10 personnes. Dans une équipe, il y a une personne qui part. On a donc un turnover de 10%. Et dans l'autre équipe, il y a 4 personnes qui partent. On va avoir 40% de turnover. Si on regarde le chiffre comme ça, on se dit « Waouh, 40%, c'est énorme. Lui, il bosse mal. » Sauf que si on va creuser derrière et que les 4 qui sont partis sont des low performers qui ne contribuaient pas au business, alors que le seul qui est parti dans l'autre équipe, c'était le meilleur élément, en fait, il y a un plus gros problème dans le 10% que dans le 40%. Effectivement, il faut interpréter, on s'en parlait, il faut arriver à interpréter avec ce qu'on connaît du métier, de l'environnement. Et je trouve que ça souligne aussi un autre point, c'est que ça montre aussi le turnover. Très souvent, quand on nous demandait de le régler en ressources humaines avant, on trouvait effectivement, on mettait des plans d'action pour le régler, mais on voyait pas qu'en fait, ça apportait de l'argent à l'entreprise, ou en tout cas, ça en faisait économiser. Et aujourd'hui, la data RH permet en fait de faire communiquer la direction des ressources humaines qui parlait plutôt effectivement RH, donc plutôt humain qui était plutôt dans le subjectif, avec souvent les conseils d'administration qui étaient plutôt dans indicateurs financiers, chiffres. Et donc il y a une question, je trouve, le contrôleur de gestion sociale, et maintenant tous les RH peut-être sont des interprètes en disant on fait des projets RH, on fait des actions RH, et ces actions RH, en fait, il y a un ROI derrière, il y a une valorisation. Et en fait, ces actions RH, soit elles rapportent de l'argent à l'entreprise, qu'elle permet à l'organisation de mieux fonctionner, peut-être d'amener d'autres clients, de mieux exercer sa compétence quand on est dans le public, ou alors elle en fait économiser. Quand tu dis ça rapporte de l'argent, tu as fait le lien avec le turnover, c'est quoi ? C'est le turnover qui peut rapporter de l'argent, ou alors c'est le contrôle de gestion sociale ? Non, c'est plutôt qu'effectivement, quand tu règles un problème de turnover, un recrutement, ça coûte cher aujourd'hui. Si c'est sur des profils, tu connais bien, si c'est sur des profils très spécialisés, d'autant plus, c'est peut-être un cabinet de consulting, un cabinet de recrutement qu'on va mobiliser pour trouver une personne qui convient. Et même quand c'est pas un cabinet de recrutement, en fait, le temps de mobiliser les RH, de mobiliser les collaborateurs métiers, qui en attendant, effectivement, ne font pas leur métier, ça a un véritable coût. Plusieurs dizaines de milliers d'euros selon le poste, et ça peut chiffrer énormément. Tout à fait. Un recrutement qui est manqué, ça coûte beaucoup d'argent, en effet. C'est ça. Et à l'époque, je trouve, il y a encore quelques années, on avait du mal en fait à valoriser en fait ces actions RH, qui est ok, j'ai réglé le problème de turnover dans tel service. En fait, l'entreprise a gagné de l'argent parce que du coup, on va arrêter de dépenser, peut-être parce qu'il y avait un problème avec le manager, on va arrêter de dépenser dans des recrutements, dans de l'accompagnement, peut-être des fois dans des contentieux ou dans des procès, dans les pires des cas. Il y a toute la sphère RH en fait permet à l'entreprise si ce n'est pas d'économiser de l'argent, au moins d'en gagner. Oui. Et ça, tu arrives à le chiffrer ? On peut le chiffrer, oui. On peut avoir dans beaucoup d'actions et même dans les projets RH montrer en fait le retour sur investissement des actions RH. C'est pas tout le temps facile. Par exemple, montrer qu'une formation a bien fonctionné et a permis aux collaborateurs de monter en puissance, par exemple sur sa production, c'est compliqué, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui doit être fait pour montrer, aujourd'hui, pour valoriser les actions RH et montrer que c'est une fonction cœur dans l'entreprise. Valoriser, chiffrer, valoriser la formation, j'adore. C'est tout ce qu'on utilise quand on met en place les BSI. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé là-dessus, les bulletins de situation individuelle, tu sais, fin d'année, tu vas envoyer un courrier à chaque collaborateur en disant « Ok, cette année, tu as gagné tant, mais alors il y a le fixe, il y a le variable, après la mutuelle, on a payé tant, tes formations, on a payé ça, on a investi à droite, à gauche, etc. »
Et la data, elle permet aussi ça, vraiment mettre en valeur tout ce que l'entreprise fait et tout ce dans quoi elle investit pour les équipes. C'est ça. Et c'est vrai que parfois on a tendance à l'oublier. En fait, certains collaborateurs ne voient que la ligne Bien sûr. qui arrive sur leur compte Tout à fait. en fin de mois. Mais en fait, non. En fait, l'entreprise ou l'administration, en tout cas les organisations, offrent à leurs salariés un package qui est beaucoup plus global et qui effectivement n'était pas valorisé avant. Et c'est un moyen de dire... Oui, effectivement, tu es payé tant, mais n'oublie pas que tu as plein de choses. Tu as par exemple des entreprises qui ont aussi des intéressements, effectivement des très bonnes mutuelles, des prévoyances. La prévoyance qui est super importante. Des accès à des services parfois beaucoup moins chers. Tout ce qui va être comité d'entreprise ou en tout cas organisation qui va pouvoir permettre d'accéder à des services moins chers. Enfin, tout ça, ça a une valeur. Et avant, effectivement, le salarié n'en avait pas conscience. Et c'est à l'entreprise, souvent, de le lui rappeler. Et en effet, je pense encore, vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on entend parler de négociations à droite à gauche, avec des chiffres qui peuvent donner un peu le tournis, que l'entreprise arrive aussi à mettre en avant via la data tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose à ses équipes. Alors, j'avais dit qu'on irait sur 2 choses, j'ai pas oublié. La deuxième chose que je voulais voir avec toi, Jérémy, c'était, tu peux nous expliquer comme ça, simplement, si on soulève le capot là, et qu'on se dit, OK, la data, c'est bien, on va utiliser des chiffres, mais comment ça se passe derrière ? C'est quoi les outils ? On va les chercher où ? Comment ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, où on va chercher les données, en fait, ça peut être assez varié, parce qu'in fine, en fait, les données RH, on se rend compte qu'elles sont partout. Elle peut être dans ton logiciel de paye, elle peut être aussi, si on parle de formation, dans le logiciel qui gère la formation. Si on va s'intéresser à l'onboarding, peut-être, justement, maintenant ça existe beaucoup des logiciels d'onboarding. Donc l'information est un peu partout, et d'autant plus que maintenant, elle doit être croisée avec des données métiers. Par exemple, je pilote le comité qui permet en fait de valider les demandes de poste dans mon organisation, et souvent ce que à la fois la DRH mais aussi les métiers demandent, ils disent OK, vous avez des effectifs, une masse salariale que vous nous montrez, qui est à mettre en perspective avec ces demandes de poste, mais on a besoin aussi de données métiers pour voir, pour prendre notre décision, de savoir si c'est vraiment le recrutement qui est la solution au problème que montre le métier, ou si c'est une autre solution. Donc, il y a plein d'endroits dans lesquels il faut aller chercher ces données. J'ai le sentiment qu'il y a un peu de qualitatif également, encore une fois, derrière. C'est pas juste de la donnée froide. Tout à fait. Et c'est pour ça, après, tu as des logiciels qui permettent de regrouper un peu ces données. Souvent, dans les organisations, on trouve Business Object, par exemple. OK. BO. J'avais aussi participé à la mise en place Analytics de Tableau, qui est un logiciel qui est un visualisateur de données, donc qui permet de rendre plus facilement accessibles les données aux collaborateurs ou aux RH. Donc, tu as effectivement ces logiciels qui peuvent t'aider, mais dans tous les cas, effectivement, on est encore une fois sur ce point de il faut ajouter du qualitatif, il faut ajouter de la perspective. Si tu es sur une analyse, c'est la personne qui va faire l'analyse, qui va montrer les indicateurs et dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on en conclut. Si par contre tu es un RRH et que tu as un tableau bord devant toi, ça va être plutôt avec mon expérience, d'interpréter ces indicateurs. Ok, il y a 2 notions, en tout cas 2 choses que tu as abordées en les différenciant. Pour les auditrices et auditeurs, toi qui es le spécialiste, j'aimerais que tu nous donnes la différence pour toi entre le contrôle de gestion sociale et tout ce qui est data RH. Le contrôle de gestion sociale, en fait, exploite la data RH. Donc, il y est très lié. Après, la data RH, c'est une histoire un peu plus globale, j'ai envie de dire. Un des premiers problèmes, souvent, quand on exploite de la data, même quand on n'est pas contrôleur de gestion sociale, comme moi, ou on est chef de projet, mais on exploite tous les jours de la data, c'est la qualité de cette data. Et donc, la qualité, souvent, elle se retrouve dans les services paye. Du coup, il faut voir peut-être comment sécuriser la saisie, comment faire en sorte de monter en qualité sur ces données. Elle concerne aussi tout ce qui va être les systèmes d'information, parce que c'est eux qui vont gérer toute l'infrastructure. Et quand c'est des données métiers, elle va du coup concerner directement les métiers qui ont leur propre façon de voir les choses. Donc, typiquement, en fait, la data RH, j'ai envie de dire, c'est géré par plusieurs personnes dans l'organisation. C'est très vaste. Et le contrôle de gestion sociale, son boulot, c'est d'exploiter cette data. D'accord, ok. Merci pour cette précision importante. Allez, j'aimerais bien qu'on termine en se projetant un peu. Tu nous as dit tellement de choses passionnantes. Je suis sûr que tu as ton idée sur l'évolution
la fonction RH dans les années à venir. Pas besoin de se projeter à 20 ans, mais comment tu vois, toi, là, je sais pas, c'est quoi le prochain ou les prochains grands virages de la fonction RH selon toi ? Je dirais que on va avoir ce rôle de consultant, quelque part interne, qui va de plus en plus augmenter, qui va de plus en plus prendre de l'ampleur au sein des organisations, avec ce rôle d'accompagner de manière de plus en plus fine les collaborateurs, avec tous les outils qu'on aura construits, de la GPEC, de la data, etc. Donc je pense que c'est une fonction en fait qui va de plus en plus partir de l'administratif pour aller vers du pilotage stratégique. C'est déjà le cas, et je pense que ça va vraiment continuer comme ça, et devoir faire face à des évolutions, parce qu'en fait, des métiers dans une organisation, ça évolue. Ça n'est jamais fixe. Le métier des ressources humaines n'est pas le même aujourd'hui que demain. Ce sera pas le même non plus le job de la compta dans 10 ans, ou tous les jobs des solidarités en fait dans des organisations. Donc vraiment, c'est cette notion d'accompagnement de la transformation qui est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, le monde se transforme de plus en plus. D'ailleurs, on le voit bien, c'est intéressant quand on fait un peu de GPEC. Souvent, on vous dit en fait les compétences techniques aujourd'hui. C'est pas le nerf de la guerre. Parce qu'en fait, une compétence technique, tu peux la créer en 3 à 6 mois, pour la plupart des postes. Par contre, ce qui va être intéressant pour un collaborateur, c'est plutôt les soft skills. Parce que le technique, on peut le former, mais par contre, le soft skills, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, je pense que cette notion d'accompagner le changement et les évolutions des métiers et des collaborateurs, en allant plus sur cette notion de soft skills, de collaborateurs polyvalents, et pourquoi pas, effectivement, avoir un RH qui, dans un premier temps, fait des ressources humaines, puis après va aller dans un autre type de service, peut-être le marketing, pour aller après à la compta. Je pense que les parcours sont de plus en plus hybrides. Les gens n'ont pas envie de faire la même chose pendant 40 ans. Ils ont envie de voir d'autres choses, et tout ça, il va falloir l'accompagner aussi avec les changements en fait d'attente des collaborateurs et des candidats dans nos organisations. Donc une fonction RH qui va faire sa mutation, mais tout en accompagnant la mutation des autres services de l'entreprise. C'est ça. Et c'est très challengeant, du coup, de pouvoir accompagner sa propre évolution en même temps que celle des autres. C'est super challengeant. Et je note ce que tu as dit qui est très important. Une compétence 3 à 6 mois pour l'acquérir, alors selon la compétence, mais alors que tout ce qui est savoir-être, soft skills, ça, faut quasi une vie pour arriver à changer les choses, à évoluer. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que maintenant, les recrutements, mais tu pourrais en parler mieux que moi, me semble-t-il, en tout cas, sont plus orientés aujourd'hui sur les soft skills, sur, en fait, on embauche une personne et on embauche une personne plus qu'un lot de compétences, en fait. C'est vrai que oui, il y a ce vrai sujet. Après, on a encore, les gens, les clients ont besoin de se rassurer. Voilà, c'est toujours prendre un risque de recruter. Donc, ils veulent un socle de compétences, mais en effet, les soft skills sont très importantes et elles prennent de plus en plus de poids dans l'équilibre du choix qui va être fait d'un candidat. 28 ans. Mesdames et messieurs, Jérémy, il a 28 ans. Il nous a fait des explications sur le changement, la mutation des RH, comment ça va se passer demain, la vision du DRH, le fait que c'est quelqu'un qui doit piloter. On est allé sur les compétences, on a parlé GPEC, enfin, extraordinaire. Écoute, je sais pas si là où tu es aujourd'hui, ils t'ont bien encadré, ils ont bien blindé ton contrat et tout ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont écouter ce podcast et se dire « Jérémy, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. » Merci beaucoup. Alors, on ne va pas se quitter sans parler des 3 questions que j'aime poser en conclusion. La première question, alors je vais la modifier un peu, parce que d'habitude, je dis « Quel conseil donnerais-tu aux jeunes ?» Alors là, ça serait au très jeune Jérémy, qui n'aurait même pas encore débuté dans les RH, mais se dirait, tiens, peut-être qu'un jour, j'irai bien travailler dans les RH. C'est quoi les conseils que tu lui donnerais ? Je pense que je lui dirais de s'intéresser vraiment à toute la variété des métiers des ressources humaines. On l'a dit, c'est quelque chose de très riche, et en fait, c'est dommage de rester cloisonné alors qu'il y a plein de choses à faire dans les ressources humaines, plein de projets à mener. Je lui dirais aussi, effectivement, de s'intéresser à la data, on l'a dit, c'est une évolution, et j'ai eu la chance de pouvoir le voir. Mais et peut-être surtout, c'est d'abord de s'intéresser à l'échange.
Je suis membre de l'ANDRH et du coup, j'ai la chance de pouvoir échanger avec plein d'acteurs RH. Et c'est vrai que moi, avant de faire un projet, le premier truc que je fais, c'est du benchmark, en fait. Je vais discuter avec d'autres personnes qui ont peut-être le même problème que moi ou une vision différente avec d'autres problèmes. Et je vais échanger avec eux pour voir, eux, ce qu'ils en pensent, comment ils feraient les choses, comment ils ont fait les choses. Et je pense que le cœur du métier des ressources humaines, en fait, c'est l'échange. C'est aller voir les autres, discuter avec eux et ne jamais faire les choses tout seul de son côté, d'avoir un point de vue soit d'un expert du domaine, soit même d'une personne qui n'a rien à voir avec le domaine, parce que c'est un autre angle de vue et c'est hyper important de pouvoir s'en nourrir. Ok, merci pour ces conseils. Quel livre tu emmènerais sur une île déserte ? Tu pars demain, t'emmènes quoi ? Alors, je lis beaucoup, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je dirais qu'un de mes livres préférés, et qui me parle aussi un peu dans mon travail, c'est La Tempête de Shakespeare. Pourquoi ? Parce que déjà, quelque part, cette histoire, c'est la rencontre de deux mondes, de deux visions différentes des protagonistes, et donc ça me parle beaucoup dans mon métier. Et surtout, en matière, je trouve, plutôt dans la thématique management, in fine, Prospero, malgré tous les pouvoirs qu'il a, tout ce contrôle sur les forces de la nature, c'est pas par la force qu'il va arriver que l'histoire va se dénouer. Ça sera d'autres ressorts. Et je trouve que ça me parle en matière de management, parce que quand tu es chef de projet, que tu fais du management fonctionnel, ou même que tu es effectivement DRH et que tu fais du management de toute une très grande équipe, c'est pas par la force de ton titre que tu vas arriver à faire en sorte que les personnes aillent où tu veux. C'est en leur montrant le sens, la vision, et en les amenant vers cette vision. Donc c'est plutôt ce côté-là, voilà, non pas la force du titre, mais la force du leader inspirant qui peut être derrière, ou en tout cas qu'il faut viser à être. Très très belle image. Merci beaucoup Jérémy. Allez, dernière question. Est-ce que tu as une personne à me recommander qui évolue dans les RH et que je pourrais aller voir et à qui je pourrais tendre mon micro pour un prochain épisode de 13e mois ? Alors je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est peut-être d'interroger, alors je t'avoue que j'ai pas de nom, mais peut-être une personne qui a fait soit le saut du public au privé ou du privé au public. Ok. Parce qu'effectivement, c'est à la fois deux mondes qui se ressemblent beaucoup et qui ont aussi leurs différences. Et moi, en tout cas, sur ma première expérience de ce passage du monde bancaire au monde public, j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. Et avoir le point de vue d'un DRH sur ce sujet, je pense que ce serait très intéressant aussi. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup Jérémy pour tout ce que tu nous as apporté et donné dans cet épisode. Et puis, je te dis à une prochaine. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, au revoir.